Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un topo lecture avec, comme d'habitude, une petite sélection de ce que j'ai lu il y a déjà quelques semaines. On commence tout de suite avec le premier livre de ce topo, qui est Le Crocus jaune, écrit par Leila Ibrahim. C'est une États-Unienne qui a écrit en version originale, en tout cas qui a publié Le Crocus jaune en 2020. Et cet ouvrage a été traduit par Marie-Josée Thériault. C'est publié chez Charleston. C'est son premier roman et j'ai eu l'occasion de lire ce livre en lecture commune avec Olivia de la chaîne Les Roseaux d'Olive. C'est toujours un plaisir. Si tu ne connais pas Olivia, je t'invite à aller voir sa chaîne. Les renseignements seront en barre de description. Et sans plus attendre, je vais te parler de ce livre. Nous sommes aux États-Unis en 1837. On va suivre Mattie, qui est une jeune esclave. Elle vit en Virginie et elle vient d'accoucher. Son bébé a 3 mois à peine. Quand on la fait mander, elle doit du jour au lendemain quitter sa famille, quitter son bébé et son quartier pour devenir la nourrice de Lisbeth, la fille des maîtres qui vient de naître. C'est donc un roman, tu te doutes, qui traite de l'esclavage, des esclaves domestiques plus particulièrement. On est sur un roman qui va parler de ce rapport aux enfants, à la maternité, à la difficulté pour, évidemment, ces femmes de devoir quitter leurs enfants pour aller élever d'autres enfants. Cette séparation brutale, la manière dont on les traite au sein de la maison. C'est un livre dont j'ai beaucoup aimé la lecture. C'est un texte qui roule tout seul. Pour moi, c'est vraiment la principale qualité de ce texte, c'est super fluide. On est d'entrée de jeu dans l'histoire, l'autrice arrive à nous prendre, on a envie de savoir la suite. Vraiment, c'est très happant comme lecture. C'est pour moi une grande maîtrise de la narration et du rythme, parce que ça ne s'arrête jamais. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que parfois il n'y a pas assez de développement, ça passe très très vite sur quelques années. Le style est assez simpliste. Si on aime quelque chose de plus poétique ou de plus travaillé, c'est pas ce qu'on va retrouver. Ici, c'est vraiment un texte qui va se lire d'une traite et qu'on va lire pour l'histoire. C'est assez spécial parce que je reste très ambivalente par rapport à cette lecture, dans le sens où j'ai aimé, mais je trouvais l'histoire un petit peu gentillette. Je trouve que parfois c'était un peu prévisible aussi. Voilà, c'est dingue parce que parfois on apprécie une lecture même si on y voit des défauts et on est tellement dedans qu'on a quand même du plaisir de lire, et donc c'est pour moi le plus important, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, malgré les défauts que j'ai repérés. Ça a pu rester en arrière-fond, j'ai envie de dire, sans gâcher le plaisir de lire. Pareil, j'ai été touchée par les différents personnages, par leur vécu, parce que c'est assez bien fait. Mais parfois, j'ai trouvé ça un peu bisounours, dans le sens où certaines choses paraissent un peu trop belles pour être vraies. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens, c'est pour ça qu'il y a cette ambivalence, c'est que j'ai apprécié certaines choses et à côté de ça, je trouvais que d'autres choses pouvaient être améliorées ou en tout cas me paraissaient pas assez bien faites, mais comme je le disais, le plaisir de lire est resté pendant ma lecture. J'aurais voulu que certaines thématiques soient un petit peu plus développées. C'est vrai qu'on aborde à un moment la situation de la maîtresse et non plus de l'esclave, et ça je trouvais un petit peu dommage parce que c'était clairement moins intéressant. L'émotion aurait pu être un petit peu plus travaillée ou un peu plus subtile en termes de psychologie des personnages, parce que là aussi ils évoluent très vite d'un côté ou de l'autre, ou alors ils restent tels quels. Voilà, c'est un petit peu dommage, et comme je le disais, le style qui est très simple et qui est parfois un petit peu prévisible. Voilà, je ne vais pas plus m'appesantir, ça reste une lecture donc que j'ai quand même beaucoup aimé faire sur le moment. J'ai lu toute une série de mangas, puisque j'ai lu les 11 tomes de Peleliu, qui a été écrit et dessiné par Kazuyoshi Takeda. C'est un manga historique. Il va traiter de la guerre du Pacifique qui va opposer les États-Unis
et le Japon entre 1944 et quelques années plus tard. On va suivre principalement l'envahissement des troupes américaines sur cette île. Ensuite, on va suivre le développement de cette guerre sur cette île en particulier. Le personnage principal, c'est Tamaru, qui est un soldat japonais. C'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'en plus, c'est un apprenti mangaka, il a envie de devenir écrivain, il ne fait que dessiner. Donc, dans cette guerre et entre les combats, ses généraux, ses capitaines, caporaux vont lui demander de dessiner, où il aura plusieurs missions qui sont un petit peu différentes des autres parce qu'il a ce talent et cette envie, ce besoin de dessiner. Donc ça, évidemment, ça agrémente aussi le récit et ça explique pourquoi on a ces dessins, en fait, parce que c'est lui qui raconte ce qu'il s'est passé et on a sa vision, qui il a côtoyé, comment ça s'est passé. C'est très très documenté parce que l'auteur s'est renseigné, s'est référencé, il a eu des interviews avec des gens spécialistes du domaine. Donc on a beaucoup de détails qui vont nous faire appréhender la vie de l'armée, les différents grades, le contexte historique, comment on en est venu à choisir cette île de Peleliu, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les Américains ont voulu envahir cette île et pourquoi est-ce que c'était un enjeu dans cette guerre du Pacifique. Il y a plein de détails de comment est-ce qu'ils vivaient, comment est-ce qu'ils ont pu tenir, parce que l'île, évidemment, est un périmètre réduit, donc il y a un moment, il faut se nourrir, il faut se laver, il faut faire plein de choses. Donc ce sont vraiment tous des détails de la vie au quotidien. C'est assez violent parce on y côtoie la mort, on y côtoie la peur des combats, les différentes blessures. Donc tout ça est mis aussi en avant. C'est un style graphique qui est assez particulier parce que, alors, d'une part, on va vraiment bien reconnaître les différents personnages. Je trouve que ça, c'est très bien fait parce que les traits pourtant sont assez grossiers, assez ronds, c'est assez particulier. Je mettrai une image parce que c'est très difficile d'expliquer comment est ce style. En tout cas, moi, je n'ai pas les termes pour caractériser ce style, mais on distingue vraiment bien qui est qui parce que ça se joue à des détails. Par exemple, le protagoniste a des lunettes carrées, si ma mémoire est bonne. Tous les autres, en tout cas les autres personnages à lunettes, ont des lunettes rondes. Donc voilà, il y a aussi pas mal de détails sur la nature, l'environnement, qui sont très détaillés, très fouillis, très beaux, c'est très inspirant. J'ai aussi adoré les couvertures de chacun des tomes. C'est un manga qui est très efficace, qui est plein de détails, et tous ces détails servent vraiment la narration. Il y a des scènes violentes, mais juste ce qu'il faut, c'est très bien équilibré, je trouve, parce que ça va rester supportable, même si ça reste impactant, enfin c'est aussi impactant. Par contre, il m'a fallu quelques tomes pour rentrer dedans. Au début, j'avais moins d'intérêt pour ce qu'il se passait dans l'histoire, mais au fur et à mesure, on s'attache au personnage, on commence à comprendre là où l'auteur veut nous emmener, et j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, et principalement pour ces détails historiques, je dois bien l'avouer, et les graphismes qui sont sympas. C'est quand même riche en émotions aussi, ce sont des soldats qui cohabitent entre eux, donc il se passe plein de choses. Ça peut être de bonnes choses, c'est-à-dire la solidarité, les valeurs d'entraide, etc., comme des choses plus compliquées, parce qu'il y a certaines trahisons, il y a la peur de l'autre, enfin voilà, il y a tout ce qui peut se passer quand on est en groupe, finalement. Et puis, face à la guerre, on peut avoir aussi plusieurs comportements, que ce soit la lâcheté, le courage, etc. Donc le lecteur apprend énormément de choses, mine de rien. Une histoire qui est intéressante, dans laquelle on a quand même envie d'apprendre davantage ce qu'il va se passer au personnage, et de l'émotion, parce que c'est évidemment très dur ce qu'ils vivent, des actions, parce qu'il y a des combats, et aussi toutes ces actions au sein de la vie de camp. Donc pas mal de choses qui sont réunies dans ce manga que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. J'ai lu ensuite un roman de fantasy avec Quand vient la horde d'Aurélie Luong. On est chez Folio Fantasy et Aurélie Luong a publié ce texte en 2022, en tout cas chez Folio Fantasy.
C'est également un livre que tu as peut-être vu passer sur ma chaîne puisque je l'ai présenté dans le cadre de ma pile à lire 12 autrices de SFFF pour cette année. Donc ici, voilà, je peux cocher le livre de Aurélie Luang. C'est aussi un de son premier roman. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, on est dans un pays entre un pays slave et un pays asiatique, donc déjà c'est très dépaysant. On est à la croisée de plusieurs mondes et d'entrée de jeu, on va suivre Ivan, qui est le personnage principal, qui va se faire enlever. Alors d'abord, il se fait maltraiter, puis intégrer à la troupe. Il va apprendre qui est cette horde, pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé et pourquoi on l'a enlevé. C'est un one-shot qui va donc nous emmener dans un univers très très guerroyant et dans la dark fantasy, faut le savoir, parce qu'il y a quand même pas mal de combats et pas mal de violence. J'ai trouvé que c'était un récit qui était un tout petit peu trop fourni en personnages secondaires notamment. Parce que au début du récit, on va évoluer avec beaucoup de personnages, on va passer de personnage en personnage, et honnêtement on s'y perd un peu, donc je trouve qu'il faut quand même un petit peu de temps pour situer qui est qui et différencier les personnages principaux des personnages secondaires. Donc ça, c'était un petit peu dommage, je trouve, parce que c'est un one-shot, c'est pas 10 tomes. En plus, il y a une dimension politique qui est intéressante, mais qui est très très vite esquissée. Je trouve que là, on ne l'aborde pas assez. On nous explique les dirigeants, comment est-ce que le pouvoir se met en place, mais c'est très très rapide. Donc, je trouve qu'on manque un petit peu, ça manque un peu de corps au niveau du contexte. Alors, au niveau des personnages, je ne les ai pas vraiment aimés, mais par contre, je les ai trouvés très intéressants. En gros, ça, je trouve que c'est quelque chose de très puissant, parce que, pour ma part, je n'ai pas apprécié les personnages, mais je suis sûre que c'était fait exprès. Ce sont des personnages qui sont gris, et donc ils ont des défauts, et ils ont des comportements qu'on peut leur reprocher. Il y a des pensées aussi qui sont limites, et à côté de ça, il y a des bons côtés aussi, donc on oscille toujours entre les deux, et c'est pour ça, évidemment, qu'on ne les aime pas. Ils sont très gris, et c'est pour ça qu'ils sont très intéressants. Et c'est pour moi le côté le plus intéressant de l'histoire. C'est également une histoire qui va mettre en son centre toute une question de vengeance et des choix moraux en lien avec cette vengeance. Et c'est pour ça aussi que les personnages sont gris, parce que voilà, ça vient un peu titiller l'éthique et la morale. J'ai trouvé que l'écriture était très agréable. Elle parvient à nous donner envie de lire la suite. C'est un bon signe toujours. Il y a du rythme, des combats, beaucoup de dialogues. Voilà, c'est très efficace et c'est pour ça qu'on est dedans. Donc une fois passé les premiers chapitres pour comprendre qui est qui, après ça se lit vraiment tout seul et très facilement. Voilà, je reste un peu mitigée parce que, tu as entendu, il y a certains éléments que j'ai trouvé un petit peu dommages, ou en deçà. Maintenant, voilà, cette grisaille des personnages, ces enjeux, cette question de la vengeance et ces questions éthiques, en tout cas de moralité, ça, c'est ce qui a fait remonter le texte. Ensuite, j'ai lu un roman de science-fiction, puisque j'ai enchaîné avec Foodistan, qui a été publié en 2024 aux éditions Argile dans leur collection Récif, avec une illustration d'Anouk Faure, et écrit par Katie Stewart. C'est une autrice française qui, ici, nous délivre une nouvelle dont la nourriture, comme le titre l'indique, est au cœur du récit. Si je te dis que c'est une histoire qui est post-apérolyptique, eh bien en fait ça te dit tout. Alors comment t'en parler, comment reprendre ça, comment te donner envie, je ne sais pas. Déjà peut-être au niveau de l'histoire, c'est donc en France que ça se passe. La France est devenue le Foodistan après une crise. Le pays va être subdivisé en régimes alimentaires, les light, les panivores, etc. Parce qu'il y en a vraiment plein, je ne les connais plus du tout par cœur.
Certains chapitres vont proposer des recettes en lien avec des romans de science-fiction. D'autres chapitres vont proposer des interludes qui vont reprendre des termes culinaires. Et puis, on a vraiment le corps du texte qui va explorer plein de thématiques qui sont liées à l'alimentation, mais comparées à l'avant-après Foodistan pour aborder plein de sujets de société. C'est vraiment admirablement bien écrit, bien construit, bien trouvé. L'écriture est brillante, c'est d'une intelligence folle. Katie Stewart va remplacer des termes par d'autres qui sont liés évidemment à l'alimentation, aux aliments, et ça va très loin, et en plus ça a toujours du sens. C'est très subtil. Alors on comprend tout de suite, donc dans le sens subtil, je veux dire que c'est visible, on le lit, on repère les éléments qui ont été modifiés, ou les termes évidemment qui ont été modifiés, mais c'est subtil parce que ça a du sens, et donc c'est pas juste transformer le mot et le remplacer par quelque chose en lien avec l'alimentation, juste parce qu'on a envie d'utiliser un autre mot. Non, il y a chaque fois un sens. Par exemple, dès le début, et ça donne le ton, c'est « Je suis né dans une vanille panivore, c'est également un régime ancien. C'est en partie à une cerise sanitaire des années 20. » Et c'est comme ça tout au long de la nouvelle. C'est génial, j'ai vraiment adoré directement. Si tu aimes les subtilités de langage, les réappropriations, les modifications, mais qui ont du sens, vraiment, tu vas être aux anges parce que ça n'arrête pas. En plus, les thématiques qu'elle aborde sont super actuelles et poussent à la remise en question et ont du sens parce que c'est l'avant qui est qui est analysé et l'après aussi. Donc on va aborder évidemment des questions par rapport aux classes sociales, par rapport au comportement des gens qui peuvent se comporter d'une manière avant ou pendant la crise. Il y a également un aspect de la grossophobie qui est envisagé, des réflexions sur les dangers vécus actuellement, ce que pourrait être demain, plein de réflexions ou en tout cas de mise en garde sur la surconsommation. Ce qui m'a manqué peut-être pour que ce soit exceptionnel, c'est l'émotion. Ma tête a été touchée, mon intellect a été charmé, mais j'ai pas trop eu d'émotion au niveau de mon cœur. Voilà, je ne me suis pas attachée au personnage, par exemple, même si Marielle, qui est la personne qu'on suit, voilà, va nous faire et qui va nous faire découvrir le Foodistan est très chouette, très sympathique. Voilà, je ne l'ai pas apprécié plus que ça, elle ne m'a pas particulièrement touchée ou manqué par la suite. C'est cette émotion qui m'a un petit peu manqué et j'ai trouvé que la fin était un petit peu trop abrupte. Voilà, j'ai regretté un petit manque de liant pour le clore vraiment d'une manière qui, moi, aurait pu me satisfaire davantage. Ça reste très personnel. Globalement, j'ai trouvé que c'était une lecture très très riche, très passionnante, très originale, intelligente, avec une prose à la hauteur du fond. Bref, beaucoup d'éléments que j'ai très appréciés. Ensuite, j'ai lu un très court roman qui est Le Puits, qui a été publié en 2014, par Ivan Repilla. C'est aussi son premier roman. Là, c'est un auteur espagnol. C'est un court texte qui va retracer le moment où deux frères, un grand et un petit, comme c'est mis dans le texte, qui vont se retrouver dans un puits. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Comment est-ce qu'ils vont résister ou sombrer? Combien de temps ils vont y rester? Eh bien, c'est évidemment ce que tu vas retrouver dans ce texte. C'est un petit récit qui est très prenant, qui serre le cœur. Ce sont des frères qui vont passer par plusieurs phases, qui vont ressentir beaucoup d'émotions parce qu'en fonction du temps qui passe, ils ne vont plus réagir de la même manière. On est, nous aussi, plein de résonance avec ce qu'ils vivent. On va être touché, on va être mal à l'aise, on va être dégoûté, on peut être triste aussi, et j'en passe. C'est un style qui est très simple, mais juste comme il faut. C'est une nouvelle qui va donc traiter de la fratrie, de la folie aussi, de l'enfermement physique et psychologique. J'ai trouvé aussi que la fin était pas mal du tout. Donc, verdict pour moi, très bonne lecture.
Voilà. Et puis, voilà, on redescend un petit peu sur l'engouement de mes lectures. Je te spoil un peu. C'est Le dictateur qui ne voulait pas mourir, écrit par Bogdan Teodorescu. On est aux éditions Agoulo. Ça a été publié en version originale en 2012 et en version française en 2018. L'auteur est roumain, donc ici ça a été traduit par Jean-Louis Couriol. De quoi ça parle? Eh bien, on va suivre le président de la Roumanie qui installe une machine, en tout cas qui fait développer une machine qui va permettre de faire revenir les gens du passé. Son objectif, c'est de montrer la grandeur de la Roumanie, de susciter l'engouement du peuple, donc qui choisir parmi ces personnalités roumaines. C'est un petit peu voilà, l'histoire, difficile d'en dire beaucoup plus parce qu'on va suivre ce personnage qui va parler avec son entourage. Ils vont discuter du contexte un peu actuel et puis ils vont discuter des différents personnages historiques qui pourraient revenir, l'intérêt ou non de les prendre, de les faire venir. C'est un roman qui est très satirique, qui illustre les petites mesquineries, les délations, les hypocrisies, les trahisons de ceux qui veulent réussir, de ceux qui veulent arriver et obtenir des avancements. C'est aussi un portrait très acide de comment un pouvoir peut rester en place. Si j'ai adhéré aux idées et aimé tout ce que l'auteur a voulu nous montrer, moi, j'ai pas vraiment apprécié la plume, malheureusement. Alors, j'ai rien à dire parce que c'est bien écrit, mais j'ai trouvé globalement que le récit était un peu poussif, un peu ennuyeux, et j'ai envie de dire, par moments, un peu gonflant, malheureusement. Bon, alors les personnages sont détestables, ça c'est voulu, c'est criant de vérité. J'ai bien aimé cet aspect-là, mais donc, le fait que ce court roman soit un peu poussif et parfois mette un peu du temps à avancer, fait que j'ai globalement peu apprécié ma lecture, malgré ce que l'auteur a voulu nous en dire, malgré cet aspect de satire, cet aspect cynique que j'aime beaucoup. Voilà pour ce texte. Et je termine avec un roman graphique qui est donc Les 5 Terres, écrit et dessiné, je ne sais pas qui a fait quoi, par Léoline et Les Reculés. J'imagine que je ne le dis pas très bien, mais bon, je fais ce que je peux. C'est aux éditions Delcourt. J'ai lu les 4 premiers tomes et je l'ai lu grâce à Oriane de la chaîne Misère Pourpre, que je ne dois plus présenter non plus, parce que quand elle a parlé de cette série qu'elle a lue, eh bien, ça m'a donné très envie de la découvrir. Et chance pour moi, ma bibliothèque les avait. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes et je vais incessamment sous peu lire la suite. Voilà pour la petite introduction qui est ma foi déjà très longue. C'est une série mettant à l'honneur dans un premier temps les tigres, qui est la population régnante sur l'Angléon et qui règne de facto sur les 4 autres terres, puisqu'il y a 5 terres dont l'Angléon, et les tigres sont les puissants. Quand l'histoire commence, le roi régnant se meurt, et toute la discussion va se tourner sur qui va lui succéder. Entre complot, trahison à gogo, meurtre, en veux-tu, en voilà, intrigue politique, c'est une série qui est vraiment très rythmée, parfois un peu trop, je trouve. Il y a beaucoup de personnages qui passent vite leur chemin, finalement, donc il n'y a pas trop d'attachement, mais c'est une histoire qui est vraiment bien construite. On sent que l'histoire a un contexte politique du passé, qu'il y a des liens avec ce qui arrive aujourd'hui, on comprend pourquoi il y a certaines trahisons, pourquoi ça se bouscule au moment où se passe l'histoire. Il y a plein de choses qui s'entremêlent aussi pour nous livrer une histoire assez complexe. Les graphismes sont, je trouve, très sympathiques. Au niveau de la psychologie des personnages, c'est pas le plus travaillé non plus. Par contre, on va s'appesantir sur leur loyauté ou non. C'est cet aspect-là qui va être investigué. Voilà pour cette bande dessinée que je trouve vraiment très sympa, très plaisante à lire, une histoire
dont on a envie de connaître les péripéties, l'évolution et le fin mot. Donc je vais continuer cette série, cette saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. Voilà le petit tour d'horizon des lectures que j'ai effectuées il y a déjà quelques semaines. J'espère t'avoir donné quelques idées, quelques envies. Est-ce que tu connaissais aussi l'un ou l'autre de ces ouvrages? Est-ce que tu les as lus, toi aussi? Est-ce que tu as le même avis? Évidemment, tout ça m'intéresse. Donc n'hésite pas à laisser un petit mot en commentaire pour montrer que tu étais là aussi, ça fait toujours plaisir, rien qu'un petit émoticône, ça compte. Donc j'espère te retrouver bientôt en commentaire et te retrouver sinon tout prochainement pour une autre vidéo. En attendant, prends soin de toi, amuse-toi et que le plaisir de lire soit avec toi.